L'épisode qui va suivre est un super épisode. Comme beaucoup d'épisodes InPower, je l'espère. Peut-être que vous avez déjà écouté d'autres épisodes et peut-être que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je sais qu'on n'y pense pas toujours, mais ça prend que quelques secondes et ça peut vraiment soutenir le podcast. Donc si jamais, juste avant de commencer, vous pouvez là appuyer sur le bouton s'abonner sur la plateforme que vous utilisez. Ça ne coûte rien, mais ça peut vraiment faire la différence. Donc par avance, un grand merci à toutes celles et ceux qui prendront le temps de s'abonner et de soutenir le podcast. Bonne écoute! Bonjour Victor. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Merci. La première question que je pose à tous mes invités, même dans cette saison un peu d'InPower spécial Top Chef, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Je m'appelle Victor Mercier, j'ai 33 ans. Je suis chef étoilé depuis 2022 dans mon restaurant Fief, Paris 11e, où on a pris le parti de ne plus rien apporter, de travailler que des produits made in France. Et ancien candidat de Top Chef, c'est finaliste en 2018. 2018, ouais. C'était la saison 9. Comment l'intérêt pour la cuisine est né dans ta vie ? J'ai mon père qui travaillait pour le Goemio, donc qui est un gros guide, on va dire. Ouais. Donc il n'était pas inspecteur, il était au service publicitaire, mais par contre, ça a toujours été une famille d'épicuriens. La célébration se faisait toujours dans un restaurant avec mes parents. Mon grand-père aussi était épicurien, donc j'ai commencé très tôt à aller au restaurant et à avoir un gâteau d'anniversaire dans des jolis restaurants. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la cuisine vers 12 ans, c'était le tout début des émissions de télé. Et puis après, il y a eu un dîner dans un restaurant étoilé qui s'appelle La Grande Cascade à Boulogne, dans le bois de Boulogne. Et là, ça a été la claque parce que je me suis dit que le métier était magnifique, quoi. Je voyais les serveurs en queue de pie, les moulures en dorure et tout ça, Et je me suis dit que le métier était trop classe, quoi. Et donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et tu as tout de suite apprécié la cuisine des étoilés ? Parce que je trouve que quand on est enfant, on a tendance, jeune ado, on a tendance à aimer ce qui est régressif. Et personnellement, quand j'ai commencé à faire des restos étoilés, ou en tout cas de haut standing, je trouvais que ça manquait de gourmandise dans l'assiette. Ou alors peut-être, tu avais déjà ces papilles et ce sens de la haute cuisine. Mais souvent, ça peut presque, au contraire, refroidir, tu vois, de dire, mais attends, mais ça manque de gourmandise, en fait. Là, je pense ce qui s'est passé plutôt, c'était la rigueur, c'était la précision, tu vois, la créativité, tout ce qui touchait un peu à l'artistique qui m'a vraiment plu. En fait, j'ai découvert un monde où je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a vraiment, c'est un terrain de jeu, c'est un moyen d'expression. Évidemment, oui, je pense que je préférais quand même aller au McDo à 14 ans que d'aller dans un restaurant étoilé. Mais il y a eu un parcours qui s'est fait, en fait. Mais quand je me suis rendu compte qu'il y avait, on pouvait être excellent dans ce métier, je crois que là, ça m'a vraiment interpellé, ouais. Je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment des niveaux, en fait, dans la cuisine. T'en avais pas conscience avant ? Je pense pas, non. C'est vraiment quand j'ai découvert, quand j'ai vu les premiers documentaires sur les très grands chefs, quand je suis allé dans un grand restaurant, là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment, il y a des restaurants. Donc, dès le début, tu vises l'excellence ? C'est toujours très prétentieux de dire je vise l'excellence parce que je pense qu'on peut... On peut la viser sans l'atteindre. Voilà, on peut toujours essayer d'être une meilleure version de soi-même, mais je pense qu'on n'atteindra jamais l'excellence. De toute façon, qu'est-ce que l'excellence aussi ? Moi, je pense qu'on peut atteindre l'excellence, mais pas la perfection. Ouais. Et je pense qu'on peut strive for excellence, mais par contre, si on vise la perfection, on sera constamment déçu. Ouais, malheureux, je pense. Et... T'as réussi à faire la différence entre les deux ? T'as réussi à pas tomber dans le piège d'exiger de toi-même une perfection inatteignable ? De toute façon, je dis à mes collaborateurs et mes collaboratrices, de toute façon, on envoie et puis on fera mieux demain. Il y a un dicton que j'aime bien, c'est mieux demain et meilleur qu'hier. Et t'arrives à te l'imposer à toi-même, parce que je trouve que c'est plus facile d'être, on va dire, tolérant avec les autres qu'envers soi-même, tu vois. Quand t'étais toi-même sous les ordres d'un chef, tu vois, quand t'étais toi-même à Top Chef, quand finalement ça reposait vachement sur tes épaules, tu arrivais à accepter l'imperfection ? Oui, je pense que après tu vis avec un peu le regret en disant ah si j'avais fait ça comme ça peut-être que, mais puis finalement en même temps je me dis c'est quand je suis devenu chef de mon propre restaurant,
J'ai compris que parfois, en fait, ça n'a rien de vriller sur des détails qui se sont passés il y a 3 jours. C'est fait, en fait. Tu n'as plus contrôle. Et pareil aussi, même au niveau de l'avenir, tu vois, je me dis, mais attends, en fait, là, tu as 0 contrôle sur ce qui va se passer. Donc, souffle un peu, parce que là, c'est en train de te bouffer, quoi. Tu parles de l'éco-anxiété ? L'éco-anxiété, ouais, je suis hyper éco-anxieux, mais plus sur les petits problèmes d'entrepreneurs, tu vois, où là, vraiment, j'aime bien dire aussi à nos clients que parfois, il faut qu'ils se rendent compte que un service qui se passe bien, de A à Z, genre vraiment, il y a une expérience, parfois c'est un petit miracle. Parce que parfois, il y a des journées où il y a un alignement de planète, mais pas le bon, tu vois. C'est vraiment... une succession de petites merdes qui font, et puis on continue à essayer de se battre pour que ça marche le soir, et puis finalement ça va. Mais parfois je me dis, ouais, là ce soir c'est miraculeux. Ça, j'en ai pris conscience, tu vois. Depuis que je suis restaurateur, je me suis dit, bah, tu contrôles pas ce qui va se passer demain, et ça sert à rien, ça c'est ce qui s'est passé hier, quoi. Quand est-ce que tu as pris conscience, et comment tu as vécu le fait de découvrir que finalement avoir son propre restaurant, c'était être chef, certes, mais aussi être entrepreneur? Parce que tu signes pas pour ça au début, quand à 14 ans tu te dis j'adore la créativité et le côté artistique du métier. Et qu'en fait, on te dit, ok, mais tu vas avoir aussi des merdes à gérer tous les jours. Ouais. Je pense que les merdes à gérer tous les jours, tu t'en rends pas compte tant que tu les as pas. Donc, je sais qu'en tout cas, l'aboutissement de notre métier, pour moi, c'est l'entrepreneuriat ou le poste de chef dans un très beau lieu. Mais la finalité totale, c'est l'entrepreneuriat. C'est d'avoir son propre resto, c'est de construire le projet, ta vision, et même c'est de continuer à le faire après avoir fait le premier, tu vois. Parce que je crois que c'est Yannick Aleno qui disait c'est le 5e restaurant qui aboutit. Je crois qu'il avait dit ça. Ouais, parce qu'on peut toujours s'améliorer et puis apprendre ses erreurs. Le nombre de conneries que j'ai fait sur mon premier restaurant, Louise, c'est hallucinant. Vas-y, dis-nous quelques-unes. En fait, je pense qu'il faut, on est tous un peu pressés, tu vois, d'ouvrir, surtout après Top Chef, on est là en mode, là, l'horloge tourne, ça se trouve, on va m'oublier et tout ça, et puis je sais que le local que j'ai choisi, il a ses qualités, mais aussi il a beaucoup de défauts, et il n'était pas forcément prêt à recevoir. Il y a aussi un autre truc, c'est que j'ai mal défini les objectifs de mon lieu. Tu vois, par exemple, je me suis rendu compte qu'au bout de 3 mois, en fait, je voulais une étoile Michelin. Alors que finalement, je l'avais ouvert pour un bar à tapas. Et donc, si tu définis pas tes objectifs dès le début et que ça dure, sachant qu'un restaurant, c'est entre 5 et 7 ans minimum, et tu te retrouves un peu dans l'embarras, toujours à essayer de rattraper en fait tes erreurs passées. Et voilà, il y a plein de petites erreurs qu'on a fait comme ça. Ouais. Mais ce qui est difficile, je trouve, c'est que tu peux pas finalement t'en vouloir de pas avoir... pris conscience plus tôt que tu souhaitais une étoile au Michelin. Enfin, tu vois, nos envies évoluent aussi, Bien tu vois. sûr, à 100%. Donc, comment tu définis tes objectifs et comment tu les réassesses? Je l'accepte, tu vois. Je dis maintenant, maintenant, c'est comme, je sais pas, t'achètes une super paire de chaussures, puis finalement, le lendemain, tu l'aimes plus trop, et finalement, t'en veux une autre. C'est pareil, mais tu l'as acheté, donc tu vas les mettre. C'est un peu pareil, ouais. Et comment tu arrives à faire la différence entre ce qui est motivé par l'envie et ce qui est motivé par l'ego? C'est une super bonne question. Je pense que l'ego c'est... tu vois, typiquement, en fait, quand tu regardes Top Chef, toi, t'es cuisinier, tu regardes Top Chef, typiquement, par ego, tu vas vouloir y participer. Parce que tu vas te dire, moi, je pense que je peux faire aussi bien ou mieux. Mais peut-être que parfois, en fait, t'en as pas vraiment envie. Je sais pas, mais moi, je sais que j'ai surtout été dirigé par ego. Moi, je suis très transparent là-dessus. L'étoile Michelin, c'est de l'ego. Parce que parfois, tu vois, je fais à manger après un service pour mon équipe. Et en fait, je prends limite plus de plaisir à faire à manger pour ma team que pendant un service où on fait 45 couverts et on sue, quoi. Mais ouais, je pense que l'étoile, c'était de l'ego. Quand tu serres ton ego, parfois, il y a une reconnaissance qui est vis-à-vis de ton travail qui est autre. Mais après, je pense que l'ego aussi peut se transformer en envie. Dans le sens où, tu vois, je me suis toujours dit, par ego, je vais essayer d'avoir une étoile Michelin pour rendre mon père fier et tout ça. Je vais répondre plus simplement. Je pense que les deux vont de pair, en fait. Et est-ce qu'une fois, tu t'es rendu compte que pour le coup, l'ego t'avait aveuglé, t'avait fait poursuivre le mauvais rêve, le mauvais objectif?
Non, parce que je pense que effectivement, on a tous besoin de se poser cette question que tu viens de me poser. En fait, c'est de l'ego ou de l'envie. Et est-ce que c'est de l'ego, mais est-ce que c'est positif pour moi? Parce que je pense que ton ego aussi peut te faire faire de belles choses. La preuve, Top Chef, c'est à la base, tu le fais pourquoi? Pour te prouver quelque chose, pour prouver aux autres, pour te challenger? Je pense qu'il y avait un peu une petite partie qui se disait ouais, je vais le faire pour me prouver que je suis capable, mais surtout en fait, je suis en plein tour du monde. Je touche à la liberté ultime de voyager pendant 10 mois et sans me préoccuper de rien d'autre en fait. Et je me dis mais attends, tu vas rentrer et qu'est-ce que tu vas faire? Et tu vas avoir zéro opportunité, enfin tu vois, et Top Chef c'est une opportunité et ça va t'ouvrir des portes. Et donc c'est pour ça que je me suis dit en fait j'ai strictement rien à perdre à postuler à mon retour. Qu'est-ce qui motive ce tour du monde? Parce qu'entre le vouloir et réellement le faire, il y a un écart que beaucoup ne franchissent pas. Là, c'était l'envie. Là, c'était l'envie. J'ai toujours adoré le voyage. Et puis, j'étais à un moment de ma vie où, professionnellement, il se passait rien. Pourquoi il se passait rien? Je pense qu'on a tous des périodes, en vrai. C'était avide. Où tu sais, il n'y a pas la petite flamme, quoi, tu vois. Et tu te dis, bon, bah, là, il n'y a rien qui me retient. Ça t'a pas mis la pression? Non. Okay. Non, au contraire, je l'ai abordé super sereinement. Je me suis dit, en fait, c'est le bon moment, je crois. T'avais quel âge? J'avais 26 ans. Donc j'avais la maturité nécessaire pour le faire. Je l'ai fait avec mon meilleur pote, donc c'était facile. Et voilà. Mais je pense que ouais, c'était l'envie de le faire, de se dire, bah là, on va vraiment faire un truc de fou, quoi. Et puis c'était le bon moment, tout simplement. C'est marrant que tu te dises que tu pars du coup sans avoir rien à te préoccuper, alors que limite je trouve qu'il n'y a rien de plus stressant que de partir et tu te dis déjà comment est-ce que tu vas gagner de l'argent, qu'est-ce que tu vas faire à ton retour, ce sentiment, mais je pense que c'est encore plus exacerbé aujourd'hui, bon même si c'est il n'y a pas si longtemps, mais sentiment presque de je suis pas en train de faire, tu vois, ou de me faire un nom, de faire mes preuves. Et de ce que tu nous partages, j'aurais pensé que tu aurais plutôt été dans cette considération-là, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il est important de réussir sa vie avant de réussir sa vie professionnelle, tu vois. Et moi, je me dis toujours, pour qu'il y ait un cuisinier serein, faut qu'il y ait un peu de background et des choses qu'on a fait, quoi. Je me refusais d'être le cuisinier de 35 ans qui avait passé de 18 ans à 35 piges non-stop en cuisine. Parce que je pense que ça peut rendre un peu fou. C'est vrai. Et un peu aigri. Parce que si t'as pas ouvert un peu tes chakras en quelque sorte, ça crée de la tension, quoi. Et donc ça t'a pas stressé quand même de partir à l'inconnu, tu parles pas forcément la langue, comment t'avais mis de côté, enfin tu vois les côtés très pratico-pratiques. J'avais un procès, c'était une très longue histoire, mais en gros j'avais un procès contre un de mes anciens employeurs. D'accord. Que j'avais attaqué en justice, à juste titre. Tu peux nous dire pourquoi ? Oui, c'était une vaste escroquerie. Après, j'avais reçu des chèques en bois et tout ça, donc c'était vraiment. Puis lui devait, je crois, 130 millions. Oui. Donc c'était c'était pas genre juste j'ai travaillé 5 heures sup et j'attaque. Non, c'était vraiment très très sérieux. Donc j'ai touché des sous. D'accord. J'avais des économies que je mettais de côté depuis que j'ai commencé à cuisiner, donc depuis mes 18 ans. Ouais. Et puis j'ai toujours eu un rapport avec la thune en vrai où j'étais en mode ça va venir, hein. Donc là j'en ai un peu, on va en profiter et puis après ça reviendra. Bon, c'est pas revenu, mais il n'est jamais trop tard. Voilà, je sais pas, je suis parti. Et puis pour la langue, j'avais vécu à Copenhague et en Australie. Donc j'étais bien avancé en anglais. Et espagnol, un poco. Ok. Oui, parce qu'ils parlent pas forcément tous anglais. Je serais curieuse de savoir, qu'est-ce que tu n'avais pas anticipé, en fait ? Qu'est-ce qui t'a surpris ? L'Inde. C'est un pays en particulier, ok. Ah ouais, l'Inde, c'est chaud. L'Inde, c'est une claque. Mais en fait, on voulait le faire en premier parce que, comme ça, on s'est dit,
on savait, hein, c'est pas une légende, que l'Inde c'est particulièrement violent. On s'est dit, on va être armé après mentalement pour la suite. Et puis, ouais, l'Inde c'est particulièrement difficile. Nous, on a vu... ça, c'était vraiment une image qui m'avait marqué, mais on était dans un bus, on arrivait, je sais plus dans quelle ville. Il y a un mec qui nous voit. Donc on était les deux seuls blancs dans le car. Et il a couru, je pense, 1 kilomètre non-stop. Hein. Il a suivi le car pour qu'ensuite, après, on travaille avec lui. Parce qu'en fait, les tuk-tuk sont guides touristiques. Et donc, il a couru 1 kilomètre pour qu'on monte dans son tuk-tuk le lendemain. Et ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, là, c'est un autre monde. Nos réalités sont pas pareilles. Et ça, une fois que j'ai compris ça, je pense qu'il y a une meilleure vision, une meilleure appréhension du monde qui nous entoure. Dans le sens où, en fait, à partir du moment où il y a des gens qui n'ont pas les mêmes réalités que les tiennes, quand tu as compris ça, tu comprends mieux. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais... Et tu arrives à vivre après avec cette dissonance cognitive presque ? Bah, tu sais, ma dissonance cognitive, elle est quotidienne. Hein. Je fais à manger pour... en vrai, même si j'ai une clientèle qui est jeune et qui a, je pense, un joli pouvoir d'achat, mais je fais à manger pour une élite en vrai. Les gens qui viennent dans mon restaurant, c'est très élitiste, mine de rien. J'ai un menu à 160 €. C'était le restaurant de René Redzepi en fait qui m'avait fait réfléchir là-dessus, et c'est pour ça qu'ils arrêtent Noma, qui est l'ancien meilleur restaurant du monde. Ils disaient qu'en fait il y avait effectivement cette dissonance collective de faire à manger toujours plus engagé. On va essayer de trouver le petit producteur à droite, à gauche, nanana. Mais finalement, tes clients, ils viennent d'où ? Ils viennent de Dubaï, ils viennent potentiellement d'Australie pour découvrir ta table. Donc en fait, il y a cette dissonance de... Nous, on essaye d'amener quelque chose, mais qui est réservé à une élite. Et en fait, tes clients, potentiellement, c'est ceux qui ont le plus lourd bilan carbone au monde, quoi. C'est vrai. Ouais, là-dessus, la dissonance, elle est toujours là. Et elle sera toujours là. Mais je pense que c'est aussi un atout d'avoir fait ce voyage, parce que maintenant que je l'ai, c'est ancré, tu vois. Je peux en parler à mes équipes. Et parfois, on a des discussions qui sont très, très intéressantes entre nous, tu vois, où vraiment, je leur dis, ouais, mais est-ce que vous avez pensé à ça ? C'est autre chose. Quand est-ce que ta conscience écologique est devenue trop forte pour que tu ne puisses plus en faire abstraction dans la cuisine ? Parce que tu vois, je trouve que dans quelques domaines dans lesquels on travaille, c'est tellement plus facile de fermer les yeux. Que ce soit dans la mode, que ce soit dans la cuisine. Enfin, c'est tellement plus facile de ne pas se préoccuper de la façon dont c'est fait. Ce serait tellement plus facile pour toi de ne pas poser la question de quand est-ce que tu consommes des courgettes ou pas. Quand est-ce que pour toi, c'est devenu trop important pour que tu ne puisses plus fermer les yeux ? Déjà, il y a la contradiction d'être éco-anxieux et d'avoir fait un tour du monde. Donc déjà, moi, je me disais, Tu le dis peut-être moins à l'époque, non ? Non. Ah non. Non, je savais très bien. Sauver ta peau, mais je savais très. Démerde-toi. Non, mais en vrai, je pense qu'il y avait moins de plain shaming qu'à l'heure actuelle. Oui. Je l'ai fait en 2016. Ouais. 2024, tu dis, je fais un tour du monde. C'est compliqué. Mais quand même, j'en avais conscience, en vrai. Ensuite, il y avait l'envie d'ouvrir un restaurant engagé. Parce que je pense que c'est parce que j'ai vu certaines choses que j'avais envie d'être encore plus engagé dans mon établissement. Puis on est un métier qui est absolument indissociable de Dame Nature, quoi. Donc à partir du moment où il n'y a plus rien qui pousse, nous on n'a plus rien à cuisiner, hein. Donc c'est aussi simple que ça. On est obligé d'avancer sur ces sujets-là. Et qu'effectivement, ouais, il y a une obligation de la part du cuisinier d'inculquer quelques valeurs dans ce qu'il va proposer, de raconter son histoire. Ouais. Non, mais t'as raison. En fait, je pense que le savoir, c'est le pouvoir. Et en fait, je pense que le problème aujourd'hui, c'est beaucoup de personnes ont le sentiment de juste avoir une forme de restriction dans leur liberté. Et même si c'est anodin, de type non, désolé, il n'y aura pas de framboise sur votre gâteau parce que c'est pas la saison. En fait, c'est sûr que si jamais on ne sait pas pourquoi, si jamais on n'a pas la vraie pédagogie, l'éducation, l'histoire derrière, je pense que
Le problème, c'est que les consommateurs ne se rallieront pas forcément à la cause, tu vois. Ouais, je rajouterais l'envie de savoir aussi. Parce que, à l'heure actuelle, les connaissances, enfin, tout est accessible. Hein. Tu cliques saison sur Google, tu sais exactement quand c'est en saison ou pas. Bien que maintenant, ça puisse jouer des tours, parce que parfois, j'ai des clients qui me disent « Ouais, vous avez déjà ça ?» Bah, en fait, moi, j'ai chaque semaine mes fournisseurs au téléphone et s'ils me l'envoient, c'est que c'est bon. Ouais. Après, les gens pensent savoir mieux que toi. Mais oui, non, mais je te jure, c'est ça, c'est réel. Vous avez déjà des fraises. Oui. Oui, ça madame. ne m'étonne pas. Oui, monsieur, on a des fraises parce qu'en fait, Ouais. si je vous les sers, c'est que. C'est que je les ai pas. Mais tu sais j'ai j'ai des clients qui me challengent constamment. Ah, donc ça, on fait ça en France. Ah ouais. Et bah oui. En fait, si vous voulez, je vous sors la facture, mais ça arrive souvent. C'est vrai que c'est le prix à payer, entre guillemets, de l'engagement, quoi. C'est que ça vient avec une forme d'excès de zèle parfois. Ouais. Et tu vois, même moi, quand je me fais engueuler, parce que, même si je le prends beaucoup moins qu'avant, mais quand je prends l'avion, ben j'accepte les critiques. Parce que franchement, les gens ont raison. Bah bien sûr. Tu vois, donc je me dis, ça me fait chier. Mais fondamentalement, c'est eux qui ont raison. Bah, bien sûr. Si c'est le prix à payer, c'est le prix à payer. J'ai vu que tu avais reçu Thomas Wagner très récemment et on échange très souvent. Ok. Bon pote, pour ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Et en fait, bon pote, c'est le fils d'une très bonne pote de mon père. Et on ne savait pas. Okay. Et là-dessus, ouais, moi, parfois, je lui dis, écoute, je lui envoie un petit message, je fais, écoute, je vais prendre l'avion. Ne m'en veux pas. Parce que parfois, on n'a pas le choix, quoi. Ouais, si tu veux, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer. En fait, j'ai l'impression que... Et je ne demande qu'à être contredite pour les personnes qui nous écoutent, mais j'ai l'impression que ambition est difficilement compatible avec écologie. C'est que ça va forcément devenir un frein à un moment donné, un sujet, manquer des opportunités, et c'est un arbitrage permanent quand tu essaies d'avoir les deux, tu vois. Oui, je pense que sur certains points, tu as raison. Par exemple, je suis pas sûr qu'Alain Ducasse aurait eu la même carrière si il avait été cantonné à la France. C'est possible, c'est même sûr. Ouais. Et même les plus grands chefs du monde à l'heure actuelle, tu les cantonnes à la France, c'est pas le même rayonnement. Après, c'est l'éternel débat de... Tu me diras en même temps oui et non, parce que regarde, les Paul Bocuse, les trois gros, ils ont rayonné mondialement et pourtant, il y avait aucun restaurant, enfin ils faisaient rayonner la France, mais en soi... Ils n'avaient pas de présence... Ils ont commencé à le faire vraiment sur la jeune garde de la nouvelle cuisine où tu avais dans les années, je dirais 80, où ils ont commencé à aller au Japon, etc., aux États-Unis. Mais en soi, ils faisaient rayonner la France sans aller à droite à gauche, quoi. Je pense que les deux se valent en vrai. Je pense que tu peux en tout cas être très ambitieux en France, puisque maintenant on est devenu un paradis fiscal, mais qu'effectivement le voyage et s'exporter, ça fait partie de l'ambition un peu dévorante de certains de nos confrères et de nos consoeurs. C'est quoi ton ambition ? Ah, l'ambition déjà. L'ambition, c'est le but sans fin, c'est d'être heureux, hein, déjà. Mais je regardais une vidéo, c'était un philosophe qui disait, Schopenhauer avait dit, la vie aussi... André Comte-Sponville, que j'ai reçu sur ce podcast. C'est vrai ? Aussi. Bon, la vie aussi entre désir et souffrance. Je désire parce que je n'ai pas et je souffre parce que j'ai. Je sais que j'ai mis un pied dans une forme d'engrenage terrible qui est la course aux étoiles. Donc là j'en ai une, quand on en a une on en veut deux et quand on en a deux on en veut trois. T'as déjà demandé à des chefs qu'on en trois ce qu'ils veulent ? C'est une super bonne question que je n'ai jamais posée. Je pense que, à mon avis, t'interviews Glenn Vial, je pense qu'il est heureux. Tu vois, je pense qu'il veut toujours aller faire mieux, mais je pense qu'il est heureux. Et puis je pense que t'as d'autres chefs qui continuent à vouloir s'exporter et à créer un empire. Moi, mon rêve ultime, ce serait un jour, ce serait le parcours, quoi. Le parcours du cuisinier, 2 ans avant 40 ans, 3 étoiles à 50 ans, puis après, mic drop, et puis merci, au revoir, quoi. Ciao. Il y a quoi après ? Je pense qu'il faut s'arrêter. Je pense qu'un cuisinier, il doit s'arrêter après 50 ans. Dès que tu n'as plus la forme physique, il faut passer à autre chose. On t'embrasse, Alain. Putain, je vais avoir des problèmes. Non, mais dis rien. Non, mais attends.
En cuisine, je parle. Hein. Ouais, d'accord, ok. Genre vraiment en cuisine, à faire tous les services et tout ça. Hein. Mais Alain Ducasse, il me semble qu'à 40 ans, il était déjà beaucoup moins en cuisine. Oui, j'imagine. Oui, je veux dire, dans la cuisine. Mais toujours impliqué, quoi. J'ai eu la chance l'été dernier de dîner avec Michel Guérard. Et moi, ça me fascine, tu vois. Les personnes, je sais pas, il doit avoir 90 88, 90. Il est toujours là dans ses cuisines. Enfin, dans ses cuisines, non, mais. Enfin, je l'ai jamais rencontré, mais c'est incroyable. Tu vois, et je trouve que de ne jamais avoir perdu la passion comme ça, c'est. Mais parce qu'il y a eu transmission. Ouais. Parce qu'il y a eu une transmission qui a été faite. Effectivement, voilà, tu vois. Quand je te dis, moi, je m'arrête, on transmet. Ensuite, on voit si on a toujours la même flamme à transmettre, à juste passer faire un petit coucou. Parce que c'est vrai que c'est toujours hyper agréable. Hein. Tu vois, quand j'arrive en cuisine, que tu vois ton équipe, salut chef, ça va et tout, avec le smile, et ça, je pense que ça maintient éveillé et jeune, quoi. Oui, il y aura forcément transmission. Ce que je veux dire, c'est que moi, à 50 ans, j'aspire à ne plus être là tous les soirs, à ne plus faire de service et tout ça. Autant qu'en ce moment, parce que je rate très très rarement un service. Après, tu sais, je te dis, le rêve, c'est 2-3 étoiles. En vrai, je sais même pas. Ça se trouve, dans 3 ans, mon rêve, en fait, ce sera de prendre un voilier et de me barrer, de faire un tour du monde et de faire des petites résidences dans des ports, de faire à manger pour 10 personnes et de me rembarrer dans un autre port. Tu y as pensé, j'ai l'impression. Oui, j'y ai pensé. Ça sort de nulle part. Bien sûr que j'y ai pensé, je passe mon permis bateau bientôt. Et on arrive tous à un stade où tout est tellement incertain. Est-ce qu'en vrai, la restauration telle qu'elle est en ce moment va bien ? Je suis pas vraiment sûr. Est-ce qu'il faut la réinventer ? Ça, j'en suis sûr. On a un métier qui nous permet de faire vraiment de l'aborder de 1001 façons. Et ça, c'est quand même magnifique, quoi. On a cette chance, on peut le faire de 100 façons différentes. Je suis très admirative des personnes qui arrivent à se détacher du chemin du bonheur tel que la société nous l'a présenté, dans le sens où c'est hyper humain de ta part, tu vois, de vouloir la 2e étoile et la 3e étoile, parce que c'est les rôles modèles que tu as eus, c'est du coup, on t'a presque créé en fait ce rêve, tu as été conditionné à le vouloir une fois que tu es entré dans ce chemin-là. Je me le suis créé, je pense. Oui, tu te l'es créé, mais ça, c'est pas sorti de nulle part, tu vois, c'est venu d'une représentation. Ouais. Et donc je trouve que ça demande beaucoup de courage et de travail sur soi, si c'est le cas, hein, mais par exemple de réaliser que fondamentalement, c'est pas la 2e étoile ou la 3e étoile qui nous rendra plus heureux, mais c'est potentiellement de partir en bateau et peut-être gagner 10 fois moins, peut-être avoir beaucoup plus d'incertitudes, mais d'avoir peut-être aussi beaucoup plus de liberté, ou d'ouvrir une ferme, tu vois, autosuffisante. Et je suis très admirative des personnes qui arrivent à déconstruire un rêve qui, souvent, ne nous appartient pas totalement, en fait. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis, je pense que ta vision de l'aboutissement et du bonheur, elle va forcément être amenée à changer. Donc, de part en plus, de toute façon, la vie t'amène sur des terrains un peu glissants parfois. Donc, ta vision du bonheur et de l'aboutissement va être forcément amenée à changer à un moment donné. Et sur ce sujet, comment tu vis le fait de perdre en finale de Top Chef ? Parce que, tu vois, en fait, c'est ça que je trouve toujours fascinant, c'est que beaucoup de personnes tueraient ou rêveraient d'arriver en finale de Top Chef, mais quand tu arrives en finale et que tu perds, finalement, le risque, c'est de ne retenir que ce sentiment d'échec ou d'inaboutissement, tu vois. Et c'est peut-être totalement une interprétation de ma part, hein, mais je me dis, c'est un risque qui existe. Moi, j'étais vraiment là en mode j'ai tout gagné. Hein. Parce que je rentrais de tour du monde, donc j'avais pas cuisiné depuis 10 mois. J'arrive en finale, j'avais sorti des gros candidats. Camille survolait la compétition parce qu'il était déjà il était talentueux et en plus il était entraîné dans son 2 étoiles. Et moi je m'entraînais dans la petite cuisine de ma mamounette. Donc et puis il survolait et puis en vrai je me dis attends, je me suis vraiment dit Victor, si tu gagnes, tu vas te faire pourrir par la France entière, quoi. Pourquoi ? Parce que en fait c'est simple, quand t'as quelqu'un qui survole, ça devient dans la tête des gens le gagnant légitime. J'avais tout fait pour faire le meilleur menu de finale possible et à peu de choses près, j'étais plutôt content de ce que j'avais envoyé. J'ai juste fait une erreur de sel sur un dessert qui m'a coûté, mais en soi, je me suis dit vraiment Victor, si tu gagnes,
t'es mort dans le film, quoi. Tu vas te faire lyncher, quoi. Ce qui s'est passé sur une autre saison. Si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, moi, j'étais trop content parce que je me suis dit, tu prends le vote des chefs, les gens vont dire, franchement, sur l'épreuve, potentiellement, ils méritent de gagner. Sur le reste de l'émission, pas du tout. Mais en fait, j'avais tout gagné, quoi. En vrai, je me suis dit, attends, je m'évite un lynchage médiatique, c'est carré, quoi. Ok. Donc, j'étais hyper content. Ok. Parce que je m'apprêtais, si je tirais le bon couteau, à me prendre une bonne vague de seum qui m'aurait, je pense, coûté 2-3 points de vie et 2-3 heures de sommeil. Parce que ça impacte quand même. Hein. No joke. Oui, ça impacte. T'en as jamais eu ? J'en ai eu sur la première émission. Et après, en même temps, j'étais dans un état de stress abominable. Ok. Parce que je jouais ma vie. Hein. Enfin, genre vraiment, dans ma tête, moi, c'était tu te fais sortir, mais change de métier, mon pote. Hein. Mes potes qui me disaient, te fais pas sortir la première semaine. Hein. Et donc, toi, t'es comme ça. Hein. T'as les caméras, les lumières comme ça. Et là, si tu rates, il va se passer quoi ? Et toi, t'es là en mode, fin de carrière, I guess we'll never know. Ouais, exactement. Mais donc, forcément, j'étais dans un état de stress pas possible. T'es stressé, tu parais pas pour le mec le plus sympa du monde, quoi. Donc, non, franchement, moi, honnêtement, j'étais content d'avoir perdu. Je me suis dit que j'avais tout gagné, d'être là. Ouais. Tu continues à regarder Top Chef. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Écoute, déjà, moi, j'aime bien regarder les thèmes. Donc, il y a des chefs qui viennent avec leur technique. Donc, forcément, moi, je regarde. Ouais, c'est un petit cours de cuisine de temps en temps. Il y a des candidats qui vont venir avec des idées fortes. Donc là aussi, j'apprends, tu vois, parce que je pense que ce serait très prétentieux de ma part de dire qu'il y a personne, il y a rien à apprendre de qui que ce soit, quoi. Parfois, je me dis, là, je pense qu'il m'aurait mis une rouste, tu vois, là, sur l'idée qu'il a proposée ou quoi, je pense que je me serais fait sortir. Ça m'arrive. Donc, ouais. Continuer à apprendre. Ouais, c'est vraiment dans le côté un peu didactique de continuer de progression. Enfin, ça reste une émission qui est hyper plaisante à regarder, quoi. Donc pour terminer, 2 petites épreuves. Un petit questionnaire et après une petite épreuve culinaire. Un plat qui te rappelle ton enfance. Les lasagnes. Tu cuisines quoi pour un date ? Moi, des pâtes. L'aliment que tu détestes. Les rognons. Ton plat de la flemme. Du houmous sur un pain toasté. Le plat le plus sous-coté. J'ai envie de dire les sardines. Mais c'est plus un produit, mais je trouve que les sardines, ça peut être vraiment charmé. Le pays que tu as préféré pendant ton tour du monde pour manger. Le Pérou. Une adresse food incontournable pour toi. Ça peut être à Paris ou ailleurs, mais genre ton coup de cœur. Maison 3 Gros. C'est plus à Rouen, c'est à Ouche. Si tu ne cuisinais pas, qu'est-ce que tu ferais ? Je pense que j'aurais bien aimé être ostéo. Un ou une chef qui t'inspire. Red Zepi pour sa vision et David Munoz pour sa folie. Et surtout, l'acceptation de sa folie. Ton candidat chouchou dans Top Chef cette saison. J'aime bien Marie, je la trouve vraiment cool. Ouais. Belle énergie. C'est vrai, je plus sois. On mettra l'épisode dans les notes. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Dominique Rennes arrête pas de dire l'assise mort, mais moi je l'avais déjà tatoué sur mon bras. C'était un de mes chefs qui me l'avait dit aussi à un de mes départs. L'assise mort. Et enfin, ton style de cuisine en 3 mots ? Épuré, franc, honnête. Trop chouette. J'adore parce que aucun chef ne répond la même chose à cette question. On te propose de faire une boîte noire exclusive. J'ai jamais fait la boîte noire, j'ai toujours eu le seum de jamais la faire. Pourquoi tu l'as pas fait ? Parce que je m'étais qualifié avant, voyons. Ah oui. Mais franchement, c'est facile. 3. Attends. 2, dans les bras. 1, c'est parti. Ah, c'est un Twix. Non. Hein ? Il a voulu faire le C'est un malin. Kit Kat ? Non. Ah putain, c'est une... Ah merde. Ah bah oui. Mais non, c'est un biscuit cuillère. Ouais, accepté. Boudoir est le vrai terme. Ah ouais, les biscuits cuillères, ça marche. accepté. Ah ouais, non, là, Twix, Pas Kit du Kat, tout. pas du tout, quoi. Pas du tout. Biscuits cuillères, accepté. Non, franchement, c'est quand même significatif. J'en ai mangé, moi, quand j'étais... J'en ai mangé beaucoup aussi. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Dans tous les cas, je pense que Stéphanie Leclerc sera très dur à battre. Merci, Victor. Merci à toi. C'était très chouette d'échanger avec toi. Pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur toi, qui souhaitent aller découvrir ton restaurant, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ? Sur le site de Fief, c'est fiefrestaurant.fr. Sur le Insta de Fief, peut-être ? Oui, c'est notre génération aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Fief Restaurant. Ouais, Fief Restaurant. Je mettrai tout ça dans les notes. Et puis, à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup.